recherche. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir le professeur Ferrari, qui va nous présenter un sujet très intéressant, donc la périostime de la souris au diagnostic. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, merci pour l'invitation. Merci à mon équipe d'être venue. Donc, ça, je vais quelque chose qui vous raconte une aventure, l'aventure d'une découverte. Aujourd'hui, au stade du développement commercial. Et pour ça, je vais commencer par vous donner l'ancrage clinique parce que c'est quelque chose qui est totalement ancré dans une pathologie qui est notre cœur de métier au service des maladies osseuses et qui est la fragilité osseuse et en particulier l'ostéoporose, cette maladie qui se développe particulièrement chez la femme, pardon mesdames, après la ménopause, qui mène à un affaiblissement du squelette qui peut mener à des fractures de fragilité, notamment si elles affectent les vertèbres avec des déformations bien connues et également les fractures périphériques, typiquement la fracture de la... typiquement la fracture de la hanche chez cette dame ici avec les troubles de la mobilité qui vont avec. Alors, bonjour, bienvenue. Donc, l'ostéoporose, c'est une maladie extrêmement prévalente et qui coûte cher. Ça, c'est des données assez récentes au niveau national. On estime qu'il y a environ 6% de la population suisse qui est affectée par l'ostéoporose. Ça représente plus de 500 000 personnes. Ça cause 82 000 nouvelles fractures. Ici, c'était en 2019, donc par année, pour un coût de plus de 3 milliards. En fait, les conséquences de l'ostéoporose, les fractures, c'est la première cause d'occupation de lits d'hôpitaux en Suisse, via bien sûr l'orthopédie qui doit s'occuper finalement de réparer ces fractures. Et les perspectives, c'est que ça ne va pas cesser d'augmenter, puisqu'on projette en 2034 qu'il y aura 113 000 fractures de fragilité en Suisse annuellement. Donc un gros problème de santé publique. Alors, tout est dans le diagnostic pour essayer de prévenir ces fractures. L'outil de base, c'est la minéralométrie, la densité minérale osseuse. Il y en a bien sûr plusieurs au HUG, de très nombreux en ville aussi. C'est un examen peu irradiant et peu coûteux. Ça coûte moins de 100 francs. Et ça permet de mesurer la densité de calcium minéral au niveau ici des vertèbres et au niveau périphérique. On mesure ça au niveau de la hanche. Puis après, on exprime ça en déviation standard par rapport à la norme, ce qu'on appelle les T-scores. Et plus nos valeurs sont basses, plus le risque de fracture, ça c'est le risque à 20 ans, à 10 ans de fracture, en fonction de la densité minérale osseuse. Donc plus la densité baisse, plus le risque de fracture augmente. Et puis ça dépend aussi de l'âge. Et on a fixé un seuil ici arbitraire, comme s'appelant l'ostéoporose, lorsqu'on est à moins 2,5 déviation standard ou moins 2,5 T-score de densité osseuse. Bien entendu qu'il n'y a pas que ces gens-là qui se fracturent, comme on le voit, on commence à se fracturer en fait bien avant. Et puis au-delà de ça, on utilise en clinique des marqueurs biochimiques qu'on mesure dans le sang et qui reflètent l'activité de dégradation et de formation du squelette, l'activité des cellules donc, qui dégradent l'os ou qui forment de l'os, et on mesure des marqueurs biochimiques. Les deux qu'on mesure en routine s'appellent le CTX et le P1NP, et sont dans le fond des fragments du collagène qu'on a dans l'os et qui sont produits lors de la dégradation, lors de la formation osseuse. Ça nous donne un peu la vitesse, au-delà même de la mesure de densité osseuse qui est un temps T, l'état de mon squelette, ça donne la vitesse à laquelle cet os se dégrade. Et alors, en combinant ces données, on peut prédire les fractures. Ici, on voit par exemple que si on a une densité minérale osseuse qui est basse au niveau de la hanche, donc une ostéoporose, on a un risque augmenté de fracture de 3 fois. Si on a des niveaux élevés de ces marqueurs biochimiques qu'on mesure dans le sang, ça augmente aussi le risque de fracture de 2 fois. Puis on peut combiner ces valeurs pour mieux estimer le risque de fracture. Bon, toutefois, tout n'est pas parfait parce que ces mesures biochimiques ont un certain niveau d'imprécision. Les mesures de densité osseuse, elles sont précises, mais elles ne décrivent pas tout le risque. Et elles ne décrivent pas tout le risque parce qu'en fait, la maladie est plus compliquée que ce qu'on mesure.
Donc, on mesure l'activité des cellules de l'os par ces marqueurs dans le sang. On mesure la densité minérale osseuse, ici, là, par cette minéralométrie. Mais en fait, il y a des altérations structurelles de l'os. Ça, c'est une vertèbre d'une femme ostéoporotique. On voit la structure trabéculaire de cette vertèbre qui est très dégradée. Ça, c'est une hanche d'une très vieille dame ostéoporotique dont on voit, ça devrait être de l'os compact, ça, totalement dense. On voit qu'il est complètement perforé. Et ces altérations structurelles, ces méthodes ne permettent pas de les voir. Alors en 2010, à Genève, grâce à un grant, à des fonds du Centre de recherche spatiale européen, a été le premier en Europe à avoir cette machine qui a un scanner à très haute résolution. Vous mettez le patient assis ici, vous mettez votre avant-bras ou votre cheville dans la machine, et ce scanner à très haute résolution va être capable de mesurer votre os, donc au niveau de l'extrémité du radius ou du tibia, avec un degré de résolution qui permet de voir cette fameuse structure osseuse, ce cortex et ces trabécules, ce qui donne une résolution, une définition de fragilité osseuse qui est bien meilleure que la densité minérale osseuse habituelle. On a fait de très nombreuses études depuis lors avec cette machine. Ça, c'est une étude d'Emmanuel Biver dans un groupe récente pour montrer que lorsqu'on prend des femmes qui n'ont pas d'ostéoporose, selon la définition de la minéralométrie, donc qui ont des T-scores, des densités osseuses qui sont mieux que moins de 5, et qu'on leur applique cette technique d'évaluation de leur structure osseuse, en regardant en particulier leur structure corticale, on peut prédire les fractures, même si on ajuste pour la densité osseuse. Donc, c'est une valeur ajoutée supplémentaire. Le problème, bien sûr, c'est que ce n'est pas un instrument de routine. Alors maintenant, il n'y a pas que nous qui l'avons. Depuis le temps, il y a beaucoup de groupes qui ont acheté ça, mais ça reste un outil de recherche qui n'est pas un outil dans la pratique clinique, qui n'est pas remboursé. Donc, on a appris beaucoup de choses sur les altérations osseuses qui conduisent à la fragilité au-delà de ce qu'on savait, avec la minéralométrie qu'on utilise toujours en clinique, mais finalement, ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser au quotidien. Et puis, on a appris des choses intéressantes en faisant ces études avec cet outil, qui nous explique un peu mieux pourquoi l'os se fragilise, ce qui est symbolisé ici. Ce qu'on a appris, ça c'était en suivant une cohorte genevoise qu'on suit depuis plus de 10 ans, qui s'appelle Jéricho. Alors, c'était 1000 hommes et femmes de la communauté, jeunes retraités de 65 ans, comme moi bientôt, en très bonne santé, et chez qui on a fait des évaluations de leur squelette par les techniques habituelles et par cette radiographie de haute résolution, avec des tas d'autres paramètres aussi cliniques et biologiques qu'on a mesurés. Puis on les suit depuis 10 ans, puis on regarde au cours du temps comment ces paramètres évoluent et s'ils font des fractures ou pas. Et puis dans cette analyse-ci, en faisant des mesures donc itératives de cette composition de leur os trabéculaire cortical avec cette machine au cours du temps, ce qu'Emmanuel avait montré ici, c'était qu'on avait un phénomène d'expansion de l'intérieur de l'os, donc ce cortex se fait grignoter de l'intérieur, mais la couche externe de l'os ne pousse quasiment plus quand on a plus de 65 ans. Cette couche, elle pousse quand on est jeune parce que l'os s'épaissit, mais elle arrête de pousser quand on est plus âgé. Et donc, on arrive à un déséquilibre qui finit par amincir la couche externe de l'os cortical, à cause de cette résorption à l'intérieur, mais une formation qui n'est plus soutenue à l'extérieur. Puis au-delà de l'ostéoporose de monsieur, madame, tout le monde, il y a des situations cliniques qui s'associent à une fragilité osseuse accrue qui sont autres. Et un exemple récent, et je le cite parce que d'ici un mois, on va ouvrir une consultation conjointe diabète et os avec mon collègue Jornayava. Le diabète, c'est en fait une maladie qui, parmi ses multiples complications, s'accompagne aussi d'une fragilité osseuse qui fait que les diabétiques ont plus de fractures de population habituelles. Ça, c'est une étude de cohorte faite au Canada il y a déjà plus de 10 ans. Donc, vous voyez ici, au cours du temps, 10 ans de suivi,
la proportion de la population qui reste sans fracture, donc forcément ça diminue au cours du temps, et si vous êtes diabétique, cette proportion elle diminue plus vite. Il y a en fait de multiples études qui montrent que dans le diabète ici de type 2, c'est encore pire dans le type 1, le type 2, on a un risque de fracture de fragilité qui double par rapport à la population générale. Et dans cette maladie, il y a un double paradoxe, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas du tout les caractéristiques de l'ostéoporose habituelle, qui sont des densités minérales osseuses faibles et des marqueurs sanguins de remodelage osseux augmenté. En fait, c'est tout l'inverse. Ça, c'est une étude faite par Maud Gerbet, qui est assise ici avec nos collègues français, sur une étude chez des sujets qui avaient un syndrome métabolique et ou un diabète, où on a évalué la densité minérale osseuse, donc au niveau des vertèbres, au niveau de la hanche, et on voit que ces patients diabétiques ont des densités osseuses qui sont plus hautes que la population générale, et non pas plus basses comme dans l'ostéoporose. Et puis, au niveau des marqueurs osseux qu'on mesure dans le sang, donc, marqueurs de formation et de résorption, ils sont plus bas que la population générale saine, ce qui est donc aussi l'inverse de l'ostéoporose. Donc on a vraiment un problème en clinique très particulier avec le diabète, mais c'est aussi la même histoire avec d'autres pathologies, par exemple les pathologies osseuses liées à l'insuffisance rénale, où nos outils habituels qu'on utilise chez Monsieur et tout le monde sont pas performants du tout pour traiter les fractures parce qu'ils vont dans l'autre sens. Et ils vont dans l'autre sens parce qu'en fait, la pathologie osseuse de ces malades diabétiques, elle est particulière. Et c'est là aussi ces scanners à haute résolution qui ont montré que c'était leur pathologie, et c'est en particulier une exagération de la porosité au niveau du cortex. Donc on a à la fois dans l'ostéoporose des outils certes uniquement utiles, minéralométrie, marqueurs biochimiques du remodelage, qui permettent de prédire les fractures, mais qui sont imparfaits, et des outils qui deviennent totalement inutiles dans les pathologies spécifiques comme fragilité osseuse, diabète, avec la possibilité de faire mieux grâce à ces scanners de haute résolution, mais qui, eux, cliniquement, ne sont pas utilisés ou difficilement utilisables, ne serait-ce, comme j'ai dit, que du fait que ces examens ne sont pas remboursés. Alors, le but de notre recherche, ça a été tout d'abord, au niveau du laboratoire depuis très nombreuses années, d'identifier des molécules nouvelles qui seraient responsables de la formation osseuse, particulièrement au niveau de l'extérieur de l'os cortical, donc c'est une couche d'os qu'on appelle le périoste, pour essayer de mieux comprendre pourquoi, avec le vieillissement en particulier, mais aussi dans d'autres pathologies, il y avait cette incapacité à former de l'os correctement à ce niveau-là, alors même que l'os se dégradait à l'intérieur. Et on est tombé il y a plus d'une dizaine d'années sur cette molécule, cette fameuse périostine, qui est le titre de notre présentation, que vous voyez ici. Donc c'est une assez grosse protéine de la matrice extracellulaire, une protéine qui est liée au collagène, qui fait partie donc de notre matrice, au niveau osseux, mais ailleurs aussi, et qui a des tas de fonctions à la fois de soutien des tissus, mais aussi au niveau des cellules, qui peut activer un certain nombre de cellules à faire un certain nombre d'activités, en particulier dans l'os, des activités de formation osseuse. On voit ici toutes les fonctions de la périostine exprimées dans l'os, donc à la fois comme molécule de soutien et de structure du collagène, mais aussi sur la différenciation des cellules qui vont former de l'os. Alors la périostine, comme son nom l'indique, elle est essentiellement exprimée dans cette couche de l'os qui est à l'extérieur, qu'on appelle le périoste, beaucoup plus qu'à l'intérieur de l'os. Donc c'est clair que c'était intéressant pour nous d'essayer de comprendre si éventuellement elle avait un rôle à jouer dans la formation osseuse de l'os, et en particulier dans cette couche extérieure, et puis si éventuellement il y aurait des mécanismes qui feraient que si elle devient incompétente, ça pourrait mener à une fragilité osseuse. Alors, la première chose qu'on a mis en évidence, c'était Nicolas Bonnet dans notre groupe, vous voyez, il y a déjà fort longtemps, c'est que si vous prenez un animal de laboratoire, une souris,
et que vous mettez du poids sur son os. C'est un petit appareil qui permet de faire une petite compression axiale sur le tibia. Si vous mettez du poids sur son os, vous allez augmenter l'expression de cette périostine justement sur cette couche externe de l'os. Donc il y en a plus que si vous ne comprimez pas cet os. Donc la formation de cette molécule répond à la charge mécanique. Chez vous, ça correspond au jogging que vous n'êtes pas allé faire. Et là, il se trouve que par hasard, au même moment, il y avait un chercheur aux États-Unis, Simon Conway, qui travaillait dans le domaine dentaire et qui s'intéressait à la périostine au niveau des dents, parce que la périostine, c'est ce qui rattache la racine de la dent à l'os sous-jacent. Et lui s'intéressait de savoir si dans les problèmes de parodontite, de perte dentaire, etc., il y avait des faiblesses, quel était le rôle de cette périostine là-dedans. Il avait développé une souris, dite KO, qui n'a plus de périostine. Donc nous, on a récupéré cette souris, puis on a caractérisé son os, et, un peu notre surprise, on a trouvé qu'effectivement, cette souris avait une ostéoporose. C'est-à-dire qu'elle avait des caractéristiques de structure et de densité au niveau de son os trabéculaire, mais aussi cortical, qui montraient un affaiblissement des structures à ce niveau, et particulièrement au niveau de l'os cortical, un volume et une épaisseur plus faibles, suggérant que cette protéine joue bien un rôle dans cette formation osseuse au niveau du squelette, parce que si on l'enlève, ben, l'os il reste plus petit, il n'arrive pas à croître en diamètre et il devient plus fragile. Et puis, chez cette souris, lorsqu'on faisait ces expériences de charge mécanique, vous voyez ici, alors je vous rassure, elle dort. Elle ne sait pas ce qu'on est en train de lui faire, ça fait pas mal non plus, parce que c'est vraiment une toute petite vibration au niveau de son tibia. Alors normalement, ça stimule l'expression de la périostine, je vous ai montré ça avant, et puis ça stimule la formation osseuse. Et elle gagne ici du volume d'os. Sauf que si on enlève cette périostine, la souris qui n'en a plus, elle ne répond plus à ce stimulus. Donc c'était une première démonstration que cette protéine est essentielle pour que votre squelette puisse répondre à la charge mécanique de vos activités d'exercice. Même chose en réponse à une hormone qui s'appelle la parathormone, la PTH, qui est l'hormone essentielle de la régulation du calcium dans le sang, qui a une forte action sur l'os. Lorsqu'on donne cette hormone par des petites injections quotidiennes chez nous, chez l'humain, c'est un traitement d'ostéoporose, ou ici chez la souris, de nouveau ça stimule la formation de l'os au niveau du cortex. Si on enlève la périostine, il n'y a plus d'effet de cette parathormone sur la formation osseuse. Donc non seulement elle paraît essentielle à la formation osseuse en réponse à l'exercice, mais aussi en réponse aux hormones qui stimulent la formation osseuse. Donc à partir de là, on s'est dit c'est intéressant parce qu'on identifie une protéine nouvelle exprimée dans cette couche de l'os dont on a l'impression qu'il est en train de faillir avec l'âge et l'ostéoporose. Est-ce qu'on pourrait, à partir de là, développer un essai pour la mesurer, de sorte à ce que sa mesure devienne le reflet des altérations spécifiques de l'os à ce niveau-là. Donc, en complément de l'autre densité osseuse, en complément des marqueurs du remodelage qui sont l'activité des cellules qu'on mesure tous les jours, est-ce qu'on pourrait avoir une vue un peu plus spécifique sur ce qui se passe au niveau de l'os, en particulier de ce périoste? Est-ce que ça pourrait aider à prédire les fractures? Alors, il se trouve que quand on s'est posé la question, il existait déjà dans le commerce un certain nombre d'essais biochimiques, des ELISA très classiques sur le sang périphérique, qui permettaient de mesurer la périostine. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris un de ces essais du commerce, et puis on a regardé s'il pouvait nous permettre de prédire les fractures, c'était corrélé avec la structure osseuse. Et d'autres collègues s'étaient lancés dans la même chose. Et alors, on avait montré en effet qu'en mesurant la périostine dans le sang circulant,
on avait une certaine corrélation avec l'épaisseur du cortex du tibia, qu'on mesurait avec ce fameux appareil à très haute résolution, et elle était inversement corrélée au nombre de trous qu'il y a dans ce cortex. Donc ça, c'était pas mal. En revanche, elle ne disait rien sur la structure des trabéculaires au sein de l'os. On s'y attendait parce que c'est pas là qu'elle est exprimée, c'est là. Donc c'était plutôt pas mal. Nos collègues lyonnais avaient montré qu'en mesurant la périostine périphérique, ils arrivaient aussi, pour ceux qui avaient des taux très élevés, à une certaine prédiction des fractures. Le problème, c'est que cette périostine dans son périphérique n'est pas du tout spécifique de l'os. Parce que la périostine, c'est de nouveau une protéine extracellulaire qui est présente dans plein de tissus de soutien. Et en fait, les taux de périostine circulant vont augmenter dans toute une série de situations. Pour dire la vérité, le premier essai périostine circulant a été développé par Roche, à Bâle, dans le contexte de l'asthme allergique. Parce que quand on a une contraction bronchique, ça fait monter les taux de périostine dans le sang. Même chose dans l'infarctus, même chose dans certains cancers, etc. Donc, en fait, ce qu'on mesurait dans le sang, bien qu'il y avait une certaine corrélation avec les valeurs osseuses, n'était pas du tout spécifique du squelette. Alors, on connaît déjà ce problème avec d'autres mesures sanguines de routine. On mesure dans cet hôpital à peu près 30 000 fois par an ce qu'on appelle l'ALP, l'alcaline phosphatase, qui est une enzyme qui a des fonctions multiples dans différents organes. Enfin, elle est là pour s'occuper de générer du phosphate dans les organes, mais elle est exprimée dans plein d'organes. Et dans l'os, c'est une enzyme très importante pour la minéralisation, mais quand on mesure l'alcaline phosphatase totale au niveau sanguin, ben on ne sait pas ce qui se passe dans l'os. Et donc, à partir de là, a été dérivé un essai pour l'alcaline phosphatase osseuse spécifique qui se mesure au laboratoire des HUG tous les jours. Et donc, on est parti du même principe et on s'est dit, si cette mesure de la périostine qu'on mesure dans le sang, qui certes reflète quelque chose au niveau de l'os, mais qui peut être manquer de spécificité parce qu'elle va être influencée par un tas de conditions intercurrentes, est-ce qu'on pourrait faire la même chose qui a été faite pour l'alkyl phosphatase, à savoir développer une mesure de la périostine spécifique de l'os? Alors, pour faire ça, il faut revenir maintenant un peu à la biologie de l'os. Donc, l'os se dégrade par l'action d'une cellule qui s'appelle l'ostéoclaste, qui est une cellule spécialisée dans l'os, qui n'existe que là, qui sécrète tout un tas de cochonneries, et en particulier tout un tas d'enzymes qui digèrent l'os, ce qui permet le renouvellement de l'os. Une des enzymes que ces cellules produisent s'appelle la catepsine K. Elle dégrade le collagène de l'os. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'on retrouve dans le sang les marqueurs biochimiques habituels que je citais au début, qui reflètent le remodelage osseux. Mais elle n'est pas spécifique du collagène, elle dégrade aussi toute une autre série de protéines. Et on s'est posé la question de savoir si éventuellement elle dégraderait aussi la périostine qui est liée au collagène. Et de fait, c'est le cas. Donc ça, c'est un essai où on met de la périostine intacte dans un tube, et puis on l'incube avec cette enzyme, et on voit qu'en fait, elle est dégradée, et on retrouve des plus petits fragments plus bas. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que maintenant, au lieu de mesurer la périostine générale dans le sang, on pourrait éventuellement aller chercher à mesurer ces fragments de la digestion par cette enzyme. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on mesure dans le sang, ce fragment, il vient de l'os, parce qu'il a été digéré par une enzyme qui est dans l'os. Donc, ça crée une spécificité de la mesure. Et pour montrer combien la digestion dans l'os par cette catepsine K est importante pour le métabolisme de cette protéine, on a pris ici une souris qui n'a pas de catepsine K, la moins ici, et on voit à ce moment-là qu'il y a énormément de périostine dans l'os, c'est ce qui s'allume en moins. Parenthèse, chez l'humain, les mutations de la catepsine K, c'est une maladie qui s'appelle la pycnodysostose, et c'était la maladie de Toulouse-Lautrec, c'est pour ça qu'il était tout petit. Bon. Donc, on a maintenant une protéine d'intérêt
qui est exprimée dans la couche de l'os qui nous intéresse, la périostine. On a une enzyme qui dégrade cette périostine pour créer des fragments qui viennent de l'os. Reste être capable de les mesurer. Et là, on n'a pas tout fait. On n'a pas tout fait parce que, et c'est ça les hasards de la science, au même moment où on s'intéressait à essayer d'être capable de mesurer ces fragments de la périostine dans le sang, une boîte pharma énorme, Merck, MSD aux États-Unis, avait développé un médicament, tenez-vous bien, contre l'ostéoporose, médicament qui bloquait cette enzyme. Et ils étaient intéressés eux-mêmes à trouver un marqueur sanguin de l'efficacité du médicament. Et ils étaient aussi tombés sur cette périostine. Donc en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient digéré la périostine par la cathepsine K, identifié les fragments de la digestion, dont le plus petit des plus petits, et puis injecter ça chez un lapin pour créer des anticorps qui pourraient servir ensuite à la détection de la protéine, enfin vraiment la protéine. C'est une procédure classique de développement d'essais basés sur des anticorps. Sauf qu'à ce stade-là, après avoir extrait les anticorps anti-fragments de périostine chez le lapin, ils avaient arrêté tout le programme parce que leur traitement en développement avait échoué. Donc, ils avaient fermé boutique et ils nous avaient dit, comme vous êtes intéressé à la périostine, nous, on a un anticorps contre ce fragment, est-ce que vous le voulez? On a dit, bien sûr, on le veut, donnez. Et c'est à partir de cet anticorps de lapin qui reconnaît la périostine qu'on a fait le développement classique d'un ELISA, d'un essai biochimique permettant donc de détecter les quantités de ce fragment de périostine dans le sang humain. Alors, nous, on ne savait pas développer des bioessais, on n'a jamais fait ça de notre vie au labo. Enfin, ce n'est pas notre cœur de métier, nous on fait de la biologie osseuse, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc on a engagé pendant une année un grand spécialiste développement des bioessais osseux, Patrick Garnero, qui est venu travailler avec nous. Et grâce à lui et ses compétences, on a développé un essai biochimique qui permettait de détecter ce tout petit fragment de périostine digéré dans l'os, qu'on voit apparaître ici. Et ça, c'est une courbe standard d'un essai classique où on voit ici donc la courbe de détection maintenant en fonction de la concentration de fragments de périostine présents dans le sang. Donc, on avait un bioessai dans le tube qui avait à fonctionner, qui était assez spécifique. Il restait à voir à quoi ça servait. Donc, la première chose qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on prend des sujets, donc on les retrouve dans le corps de Jericho de 65 plus années, bonne santé, population. On a pris 200 sérums de ces sujets et puis on a mesuré les taux de périostine pour voir si on pouvait vraiment les détecter. On pouvait détecter, il y avait des valeurs basses, des valeurs hautes, une probabilité qui était correcte. Ça, c'est la distribution des valeurs de périostine dans le sang d'une population de retraités genevois, distribution presque normale. Donc on s'est dit, bah, c'est bon signe. Reste maintenant à savoir si ceux qui ont des valeurs plus hautes ou plus basses ont des altérations osseuses qui vont avec. Et puis, surtout, ce qu'on voulait, c'est avoir un essai qui n'était pas comme celui du commerce qui mesurait la périostine totale. Et chez ces mêmes sujets plus grandes, quand on regarde la corrélation mesurée par les deux essais, celui du commerce et le nôtre, il n'y a aucune corrélation. Donc c'est bien la preuve qu'on mesurait autre chose, puisqu'on mesurait un fragment et potentiellement qu'on mesurait quelque chose qui était, comme on l'espérait, spécifique de l'os, parce que ce fragment digéré par la cathepsine K ne peut venir que de l'os, contrairement à la totale qui, comme je disais avant, vient de partout. Donc on avait un truc différent de ce qui existait et spécifique. Donc, est-ce que c'était un outil utile à la prédiction des fractures? Donc on est retourné dans cette corde Jericho, là on l'a mesuré chez tout le monde. Donc c'est une corde, je le répète, qui est suivie depuis des années avec des mesures multiples et où on enregistre les fractures au cours du temps. Donc là, au cours du temps,
dans cette cohorte ici de ça, on n'a pris que les femmes, je crois, ménopausées. Il y en a à peu près 10% qui ont développé des fractures de fragilité. Alors, c'est que les fractures de fragilité, elles ont évidemment des caractéristiques différentes des autres. Elles ont des densités minérales osseuses qui sont plus basses. Elles ont ces fameuses altérations de la structure osseuse qu'on mesure par cet appareil à haute résolution que je citais avant. Par chance pour nous, leurs marqueurs traditionnels osseux, les marqueurs du remodelage, n'étaient pas différents des non fracturés, ce qui veut bien dire qu'ils ne sont pas très utiles dans ce contexte. La périostine du commerce n'était pas différente entre fracturé et pas fracturé, ce qui prouve bien que c'est une mesure non spécifique et qui ne reflète pas ce qui se passe dans l'os. En revanche, notre périostine spécifique, elle, était plus élevée chez les fracturés qui l'ont fracturé. C'était une première indication que peut-être elle était un marqueur potentiel de la fragilité osseuse. Et puis, on regarde ensuite le risque de fracture pour une déviation standard d'augmentation de notre périostine. On voit que pour une déviation standard d'augmentation de périostine, on a un risque de fracture qui double. Et on peut ajuster par tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut inclure dans le modèle la densité minérale osseuse classique, les valeurs de microarchitecture par haute résolution ou les marqueurs de remodelage classique, la prédiction de fracture demeure. Donc ça veut dire qu'on était bien sur un nouveau marqueur qui nous donnait une indication de la fragilité osseuse indépendant des outils classiques dont on disposait déjà. Ça, c'est les courbes de Rock. Ça montre la sensibilité et spécificité d'un assay pour prédire les fractures. On voit ici la courbe de Rock de l'essai périostine qui est bien meilleure que le trait rose ici qui était la mesure avec l'essai du commerce, et puis bien meilleure à droite ici que les évaluations par les outils cliniques classiques. Et je passe ceci. Je vous ai parlé au début des diabétiques qui nous intéressent parce que chez eux, aucun de nos outils classiques ne fonctionne pour prédire les fractures. Donc ça, c'est une toute petite étude préliminaire qu'on avait faite avec nos collègues balois, diabétologues, avec des sujets contrôle, des sujets diabétiques et des sujets diabétiques traités à la metformine, donc en principe dont le glucose est corrigé. Et on retrouvait chez les sujets diabétiques non traités une élévation des taux de périostine par rapport au contrôle ou aux sujets traités, équivalent à ce qu'on trouvait chez les patients avant avec une fragilité osseuse et des fractures. Donc une deuxième indication que potentiellement on avait un marqueur nouveau qui nous permettrait à peut-être avoir une meilleure idée de la fragilité osseuse, pas seulement dans l'ostéoporose, mais aussi dans les situations où on n'a vraiment aucun outil. Alors, long story short, c'est plus de 10 ans de développement et d'aventure. Donc, en 2014, pour avoir développé l'essai et montré que ça prédisait les fractures dans la corde Jericho, on a, grâce à Unitech et une bourse d'InnoGap, déposé l'application pour une patente. Ça a juste pris 7 ans pour la patente définitive américaine en 2021, parce que les procédures sont des procédures, puis il faut beaucoup d'avocats pour corriger à la virgule toutes les remarques qui vous sont faites. Mais finalement, on a eu une patente. Et puis, en parallèle, grâce à la boîte qui avait originellement développé les anticorps, on a lancé une collaboration, et puis ils nous ont donné un contrat de financement pour développer justement les études cliniques de validation de notre essai. En 2017, on a pour une première fois conclu un accord avec un laboratoire qui s'appelle Antibody Lab en Allemagne pour le développement commercial de notre essai, parce qu'il ne suffit pas de le produire in-house. Hein. Après l'innovation, il y a l'étape de la valorisation. Et c'est une étape qui est difficile à franchir. Même ici, au centre d'innovation, il y a beaucoup d'innovations qui n'arrivent finalement jamais à la phase commercialisation. On avait un premier accord où on avait donné notre essai pendant une année à ce groupe pour qu'il le valide et qu'il le commercialise. Et finalement, ça a été un échec, pas de notre part, mais de la leur, parce qu'ils ont perdu l'intérêt. Et puis, finalement, il y a 2 ans,
On a réussi à mettre notre patente sous licence avec une compagnie qui s'appelle ProAxis en Irlande, qui, eux, ont véritablement fait ce qu'il fallait faire pour mener la commercialisation. Et ça passe par des étapes d'optimisation de l'essai, parce que vous faites l'essai dans votre labo, vous êtes super content, mais le jour où vous voulez le commercialiser, la première question que m'a posée cette boîte, c'est « Ok, ça fonctionne à Genève, mais est-ce que ça fonctionnera aussi bien à Göteborg en hiver et à Marrakech en été ?» Ce genre de choses. Donc vous dites « Je n'ai aucune idée. » Donc en fait, ça passe par toute une série d'optimisations que ne peuvent faire que les laboratoires, évidemment, commerciaux, dont c'est le cœur de métier, pour donner aux essais plus de sensibilité encore, la stabilité et surtout la facilité d'emploi, ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, cet essai, donc, il est commercialement disponible et il est à disposition commercialement. Donc, il est aujourd'hui non pas encore utilisé en routine clinique, mais essentiellement par d'autres groupes de recherche clinique qui mesurent dans leur cohorte cette capériostine pour essayer de voir justement s'ils peuvent eux aussi montrer une prédiction des fractures meilleure dans l'ostéoporose, dans le diabète, dans le cancer aussi, dans un certain nombre d'autres pathologies. Voilà, alors je voudrais remercier tous mes collaborateurs qui ont contribué à tout ça, et puis toutes les fondations qui nous ont aidés. C'est des travaux de longue haleine, mais finalement on est assez content parce que c'est pas tous les jours dans une carrière qu'on arrive à valoriser, j'ai bien valoriser la médecine de recherche fondamentale qu'on fait chez les souris au niveau clinique. Alors je vous remercie pour votre attention. J'espère.